Salut à tous, c'est Jane dans la jungle et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo digne d'un récit de Perceval, donc pour les fans de Kaamelott. Une vidéo qui va parler pigments inconnus et rencontres improbables, donc laisse-moi enfiler ma casquette de Sherlock Holmes et c'est parti. Donc tout commence cet été. En visitant la petite ville de Montreuil-sur-Mer, j'entre dans une petite boutique atelier d'artistes et je vois dans le fond de la boutique, en haut d'une ancienne étagère, 5 grands pots d'apothicaires anciens qui sont remplis de poudre colorée. Alors ça a complètement piqué ma curiosité, je me rapproche et je me rends compte immédiatement en fait qu'il s'agit de pigments. J'ai passé le mois précédent à moudre des pigments en boucle pour réaliser mes aquarelles maison. Donc je me demande pendant quelques minutes quel peut bien être le type de pigment et surtout de quand il date, enfin voilà, j'essaye un peu de deviner quels sont les pigments. Et comme j'arrive pas du tout à trouver, je pars discuter avec l'artiste de la boutique pour en savoir plus. Alors là, il s'est avéré que c'était une aquarelliste qui ne savait pas forcément en fait identifier ses pigments parce qu'elle les avait récupérés d'un ami qui était donc qui lui avait donné et les pigments n'avaient pas d'identification. Et elle me propose gentiment de m'en donner, ce que j'accepte avec plaisir, et donc me voilà avec 5 pigments totalement inconnus et mystérieux en ma possession. En rentrant de vacances, je n'avais plus qu'une seule envie, c'était moudre et préparer les pigments mystères de Montreuil. Donc je savais peu de choses à propos des 10 pigments, mais j'avais réussi à glaner quelques informations auprès de leurs propriétaires qui allaient se révéler capitales pour leur identification future. Premièrement, la majorité des pigments proviennent du stock d'un ancien atelier de céramique qui est aujourd'hui fermé. Donc la plupart des pigments étaient assez anciens. Et ça c'est assez important parce que pour l'identification, ça enlève toute une partie des pigments modernes, ce qui aide beaucoup à trouver finalement les pigments. Et seul le pigment vert, donc dans les 5 pigments, était un pigment moderne qui avait été acheté donc au Géant des Beaux-Arts, mais pour les autres, aucune information. Mais même pour celui-ci, j'ai pas l'identification précise, je sais juste que c'est un pigment moderne. Bon, bref. J'ai beau observer les pigments de près, je réalise que la seule façon de pouvoir déterminer leurs pigments, la nature exacte des pigments qui les composent, c'est de les moudre. Et je sors donc tout mon matériel pour préparer mes 5 couleurs. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ma recette secrète qui s'affiche là, en haut à droite. Il n'y a plus qu'à... à droite, ici, hop, c'est bon. Il n'y a plus qu'à cliquer si vous voulez savoir un petit peu plus, parce que je vais pas rentrer dans les détails sur cette vidéo. Mais je vous mets quelques petits plans quand même. Donc une fois que j'ai préparé les couleurs, c'est plus facile d'essayer d'identifier les pigments. Parce qu'en fait, quand elles sont en poudre, on n'a pas forcément beaucoup d'informations sur la façon dont ils vont réagir avec de l'eau et comment est-ce qu'on va pouvoir plus facilement... Et la couleur finale qu'ils vont avoir, même la couleur de séchage, en fait, ça peut donner aussi des indices. Donc le pigment le plus évident pour moi à identifier, ça a d'abord été l'ocre jaune. La couleur, une fois mélangée, est vraiment très proche de l'ocre jaune de Puisaye, dont j'ai déjà parlé. C'est un pigment ancien que l'on retrouve dans pas mal d'utilisations, et comme il change de couleur en étant chauffé à forte température, je me dis qu'il y a peut-être une utilisation particulière qui peut avoir lieu pour la céramique, où on cuit souvent en fait une fois qu'on a décoré les illustrations, enfin les poteries. Donc je l'identifie comme un PY43, donc un pigment naturel, comme une ocre jaune. Le pigment vert, donc j'en ai déjà parlé, étant le seul pigment moderne, je me dis qu'il va peut-être être assez facile à trouver, et pourtant, même une fois préparé, je pense que c'est le seul pour lequel j'ai encore beaucoup de doutes, et dont je ne suis absolument pas sûre de mon identification un peu hasardeuse. Donc il a une granulation assez marquée, mais j'ai l'impression que ça pourrait être un mélange de plusieurs pigments, je lui trouve de la ressemblance avec le vert de chrome, mais je l'identifie comme un PG17, mais je suis vraiment pas sûre du tout. Si vous avez des idées, n'hésitez pas dans la description, dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez que ça pourrait être. Moi, franchement, j'ai aucune idée. Passons au pigment bleu. Donc pour le bleu, c'est plus simple, parce qu'il n'y a pas énormément de pigments bleus dans les pigments historiques et anciens. La plupart sont des pigments assez simples à identifier, donc après la préparation, ce bleu me semble être du bleu de cobalt. Alors, parce qu'il est déjà beaucoup moins violacé que l'outremer classique, et puis surtout sa teinte, sa transparence et sa granulation sont très différentes. De plus, le bleu de cobalt a quand même pas mal de couleurs intermédiaires, on peut avoir du bleu de cobalt très foncé, du bleu de cobalt assez clair, et là, pour moi, je trouve que c'est un bleu assez moyen, il est
extrêmement beau. Donc c'est un pigment qui en plus a d'abord été utilisé par les céramistes avant de servir donc pour les beaux-arts, et il me semblerait largement probable donc qu'il ait été utilisé par un atelier de céramique. Cette teinte est particulièrement sublime et je l'utilise beaucoup car c'est un pigment vraiment magnifique. Je l'identifie comme un PB28 de façon assez certaine car j'ai déjà du bleu de cobalt et tout m'y fait penser, mais il est vraiment plus beau, il est vraiment plus beau que ceux que j'ai déjà, et il est incroyablement beau et super pur, et le fait de pouvoir faire un pigment comme ça, enfin de pouvoir faire la couleur soi-même et de mettre beaucoup de pigments, ça me donne vraiment de très beaux résultats. Donc je suis très surprise par ces premières découvertes et je m'attelle donc à la préparation du pigment rose qui me semble être proche de la couleur du vieux rose déjà en poudre, qui est une de mes teintes préférées, et je l'ai vraiment pas beaucoup, j'ai que un vieux rose de Winsor & Newton qui commence à vieillir et qui est une teinte en plus assez claire du vieux rose, parce qu'il y a deux variations, il y a une teinte vieux rose clair et une teinte vieux rose foncé. Là pour celui-ci c'est un vieux rose foncé comme on retrouve chez Daniel Smith par exemple, si vous connaissez. Moi je sais pas, j'ai jamais testé, mais je pense que c'est vraiment ce qui peut s'en rapprocher le plus. Donc je commence à me dire que s'il granule une fois l'aquarelle préparée, bah, c'est que ça sera vraiment révélateur de sa vraie nature, et effectivement une fois l'aquarelle mélangée, ça devient une couleur extrêmement granulante, et pour moi c'est sûr c'est un vieux rose foncé, et il est incroyablement beau. La granulation est démentielle, je pense que c'est une de mes couleurs préférées de cette année. Cette teinte c'est aussi appelé en anglais un Potter's Pink, donc rose potier comme vous pouvez le voir, donc en fait c'était historiquement également utilisé dans les fabriques de céramique, tout concorde, et je pense vraiment pouvoir l'identifier à 100% comme un PR233. Il me reste un dernier pigment, et c'est un pigment qui ne me dit absolument rien. Je vois la couleur, une poudre rose saumon légèrement claire, et je commence à moudre ce pigment, et le pigment commence à se comporter d'une façon très étrange. Il commence à se séparer en ayant toute une partie très crayeuse, presque blanche, et toute une partie très sombre, très rouge. Donc je continue de le moudre assez longtemps, et en fait, au fur et à mesure, il s'intensifie dans les rouges. Et là, la teinte commence à m'évoquer quelque chose, notamment quand je fais des petits tests, la teinte rose rougeâtre qu'on retrouve dans les enluminures médiévales. Et là, c'est la révélation. Je pense que cette teinte, c'est donc du vermillon. Je possède un vermillon déjà, qui est un vermillon authentique que j'ai acheté à Crémer il y a quelques années, que j'utilise très peu parce que c'est une teinte très spéciale à utiliser. Et en testant les deux teintes l'une contre l'autre, je me dis vraiment que ça pourrait vraiment être du vermillon. Celui de Crémer est plus intense, ce qui est normal parce que je pense qu'il doit y avoir une préparation assez spéciale pour le vermillon. Le mien est beaucoup plus rosé, et honnêtement, je trouve que il est vraiment beau, il a vraiment... Enfin, je pense que dans l'utilisation, je vais peut-être plus facilement l'utiliser parce qu'en fait, ça permet de faire des effets, par exemple, de rougissement ou ce genre de choses, et ça fonctionne pas trop mal. Par contre, il granule beaucoup, donc c'est un équilibre à trouver qui n'est pas forcément évident. Pour ma part, j'utilise dans des petites palettes d'imitation un peu de palettes moyenâgeuses aujourd'hui, et j'ai trouvé toute une utilisation qui est vraiment intéressante. Il marche très bien avec le bleu de cobalt, parce qu'en fait c'est deux couleurs qui donc ont été utilisées longtemps ensemble, et donc ça se répond très bien. Nous voici donc avec les couleurs un peu moins mystères de Montreuil. Pour ma part, je pense avoir à peu près bon sur l'identification. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu penses que tu as une information que je n'ai pas, parce que c'est toujours, si je peux réussir à avoir plus d'informations sur certains pigments et mieux les identifier, c'est toujours cool. En attendant, moi je trouve que ça me fait vraiment penser aux couleurs qu'on retrouve dans l'enluminure médiévale, et j'avais vraiment envie de réaliser une illustration avec ces 5 couleurs et de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc j'ai réalisé une petite palette restreinte de ces 5 couleurs, donc avec 5 coquillages que j'avais remplis donc de mes couleurs, et bien qu'elle ne soit pas forcément idéale car presque toutes les teintes possèdent une forte granulation, je vais voir ce que ces teintes donnent quand elles sont utilisées ensemble. Donc pour cette illustration, j'ai laissé parler la voyante punk nihiliste qui sommeille en moi pour une petite illustration assez marrante, je trouve. Donc j'ai essayé de laisser beaucoup de place au fond pour avoir vraiment un grand espace où on allait pouvoir profiter de cette magnifique granulation qu'on retrouve donc dans le vieux rose, et j'ai essayé d'utiliser les couleurs assez pures pour qu'on puisse vraiment sentir vraiment leur vibrance. Cela dit, j'ai aussi dû utiliser quelques grisâtres parce que j'avais peur que ça fasse une illustration trop
pop un petit peu parce que les couleurs sont assez intenses. Donc j'ai vraiment essayé de trouver un équilibre, c'était pas évident. J'ai fait quelques demi-godets de vieux rose en trop, et comme en plus c'est une couleur que j'ai particulièrement réussi d'un point de vue qualité de la peinture, alors d'un point de vue esthétique, il y a des petites craquelures et des choses comme ça, mais par contre d'un point de vue pictural, pour moi c'est la meilleure aquarelle que j'ai faite depuis le début, donc j'avais envie de mettre en vente ça sur la boutique. Il y a vraiment pas beaucoup de demi-godets, il y en a 3 ou 4, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, j'ai pas fait un prix démentiel parce que pour moi c'est vraiment, j'ai envie juste de partager ça avec des gens qui sont passionnés par les pigments, et parce que je trouve que le résultat est vraiment top et j'ai envie de le voir dans chez d'autres illustrateurs et chez d'autres gens qui pourraient l'utiliser. En tout cas, j'espère que ça vous intéresse. Je mets donc dans ma boutique où vous retrouverez également l'aquarelle donc que je suis en train de réaliser, donc l'original en vente sur la boutique. Vous avez été hyper nombreux à me faire des commandes depuis que j'ai lancé la boutique en ligne, je suis super contente. Je vais pouvoir donc financer un nouvel éclairage, un nouvel objectif, je vais pouvoir investir encore plus dans ma pratique, et ça c'est vraiment cool parce que ça permet de vous proposer un contenu de qualité de plus en plus poussé, et ça me touche énormément. Et je vais également pouvoir imprimer de nouveaux prints parce que vous avez été très nombreux à prendre des prints, et ça m'a vraiment touchée. Je me rends compte que c'est quelque chose que vous attendiez vraiment, donc merci beaucoup. Donc vous retrouverez tous les liens dans la description, les liens des boutiques, les liens vers les demi-godets, les liens vers l'original de cette illustration. Et je voulais aussi faire un petit aparté donc pour clôturer cette vidéo sur YouTube. Donc depuis peu, je sais pas si vous avez remarqué sur YouTube, mais il y a beaucoup... ils ont beaucoup poussé les créateurs en fait à ajouter des publicités mid-roll, donc c'est des publicités qui aujourd'hui en fait se mettent automatiquement en plein milieu de vos vidéos quand vous sortez des vidéos. Pour ma part, donc j'ai décidé de passer à côté de cette source de revenus en désactivant volontairement donc cette publicité qui se met en plein milieu, parce que j'ai vraiment envie de vous offrir un petit moment rien qu'à vous, ce petit moment où on se retrouve et tout ça, c'est hyper important pour moi, et donc j'ai pas envie d'avoir plein d'interruptions violentes en plein milieu de mes vidéos où je trouve que ça va vraiment dénaturer totalement mon propos sinon, et l'ambiance que j'essaye de porter donc sur mes vidéos. Donc bien entendu, je critique pas du tout les créateurs qui font le choix d'utiliser ce petit coup de pouce financier, parce que je vois aussi l'intérêt que ça peut apporter dans vos productions. Pour ma part, j'ai ma boutique en ligne et j'ai vraiment le maximum de mes rentrées d'argent ne se fait pas sur ma publicité YouTube, soyons honnêtes. Donc je préfère en fait vous donner ce confort plutôt que de perdre cette qualité de vue et de visibilité. Donc comme d'habitude, c'est le moment idéal pour un petit pouce vers le haut, qui fait plaisir, un commentaire motivant ou pourquoi pas, soyons fous, un petit partage avec vos amis, ce serait dommage de garder une super chaîne comme la mienne juste pour vous, soyez un petit peu partageurs quand même. Et ensuite, on se retrouve à mercredi prochain, 16h, l'heure du 4h, pour une nouvelle vidéo, et tchuss, salut!